Cosa, agence de communication et e-commerce. Autrefois, je mettais des articles à la une parce que je pensais qu'ils intéresseraient les lecteurs. Maintenant, je suis obligé de mettre des articles à la une parce que je pense qu'ils vont générer du clic. Et donc, à partir du moment où le clic est la clé même de la hiérarchie de l'information, le modèle est cassé. Et donc, nous, très modestement, on essaye de réparer un peu ce modèle de l'information de l'offre. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseils, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Édouard Boccon-Gibaud, cofondateur du média Sans Doute. Ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu justement pour un lancement de média. Alors, lancement, ça fait déjà 1 an que vous êtes lancé. Je dis cofondateur, tu t'es lancé avec ton frère. Et Sans Doute, c'est un média dont la promesse est de recréer un lieu d'échange de qualité. J'insiste là-dessus, on va beaucoup parler de qualité d'échange et de débat, de nuances, puisqu'il manquait un peu ces espaces qui redonnent ces lettres de noblesse à la discussion publique. C'est un peu la promesse. Édouard, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci François. Et donc de venir parler de Sans Doute. Alors peut-être avant qu'on entre, je ne te connaissais pas, donc on va partir du principe que c'est le cas de certains des auditrices et auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours qui fait que tu arrives au lancement il y a 1 an maintenant d'un média? Très bien. Alors moi, donc, je suis Édouard Boccon-Gibaud. J'ai une carrière principalement marquée dans les médias. J'ai passé 23 ans dans le groupe TF1 où j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai fait du conseil juridique, j'ai fait de la gestion de l'antenne. J'étais directeur de la communication et des relations extérieures du groupe. Ensuite, j'étais patron de la structure de production interne TF1 Productions. Et j'ai fini ensuite par diriger le quotidien gratuit Métro, pour ceux qui s'en souviennent. On en parle régulièrement ici. Alors la petite anecdote, j'ai déjà raconté ici, mais c'est mon associé Mathieu Stéphanie qui était le premier employé de Métro quand ça s'est lancé, donc il y a déjà bien longtemps maintenant. Tout à fait. Avant que ce soit effectivement racheté par TF1, puis la marque depuis a un peu disparu. Exactement. C'est devenu TF1 Info. Tout à fait. Et d'ailleurs, mon grand succès quelque part, c'est que presque tous les journalistes de Métro News, puisqu'on avait changé le nom de Métro en Métro News, sont aujourd'hui l'équipe digitale de LCI.fr. Ouais. Encore aujourd'hui. Exactement. Donc, voilà. Et Julien Laurent. Exactement. Jérôme Vermelin. Ouais. Et il y avait Harry de Souza aussi. Harry de Souza, absolument. Qui est à Bordeaux maintenant. Exactement. Un ami bordelais qu'on salue également, même s'il est plus dans les médias. Donc t'étais pas trop côté édito a priori. C'était Alors moi, j'étais pas côté édito, absolument pas. J'étais plutôt gestion management. J'ai toujours considéré que un bon manager, c'est celui qui sait embaucher les bons responsables artistiques ou les bons responsables éditoriaux, mais qui surtout ne se mêle pas de contenu. Ouais. C'est important. Le regretté président de TF1, Patrick Lelay, qui m'avait enseigné ça et qui lui-même veillait à ne jamais donner son avis sur le contenu des émissions de TF1 et considérait que c'était pas son job. Son job, c'était d'embaucher les bons ou bons postes, mais pas de faire à leur place. Ça, c'est important, c'est un truc à retenir, effectivement. Et recruter des meilleurs que soi aussi. C'est Exactement. quelque chose d'important. Voilà. Il faut, quand on n'a pas ce cap-là, on peut devenir un bon dirigeant quelque part. Et qu'est-ce qui t'a amené alors avec ton frère à vous dire, bah tiens, il manque un média, il y a un média qu'on ne trouve pas. Alors, d'abord, à la base, je suis quand même un passionné d'information, depuis toujours. Moi, mon premier souvenir télévisuel, ça va donner à peu près mon âge aux auditeurs. C'est la messe d'enterrement à l'occasion du décès du général de Gaulle. D'accord. Donc voilà, donc on va fêter ça, les 55 ans de cet événement dans 1 mois pile. Et puis, j'ai commencé à lire Le Monde en 5e. Et dans ma famille, on parlait beaucoup info. Le débat politique prenait une grande importance. Chez mes parents, chez ma grand-mère. Voilà, et j'étais toujours passionné par un mélange à la fois info et histoire. Et c'est quelque chose qui m'a toujours motivé
parce que comprendre le monde qui nous entoure, le monde qui marche, faire le lien entre le passé, le présent et potentiellement l'avenir, est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et puis de son côté, mon frère Jean-Christophe, qui est sensiblement plus jeune que moi, lui a un côté vraiment développeur d'entreprise, reprise d'activité, et il s'est dit, après avoir été sorti d'une start-up de manière assez brillante, il voulait monter un projet d'info, et connaissant mon appétence pour la matière, on en a parlé, on en a discuté, on a beaucoup hésité sur le profil, et puis on est revenu aux fondamentaux. Et ce fondamental, comme on aime le dire, c'est faire le média qui nous manque et qu'on aurait aimé trouver. C'est souvent un bon point de départ. Ça. Et le média qui nous manque et qu'on aurait aimé trouver, c'est le média où on s'écoute, où on se respecte et où les gens qui ont des choses à dire peuvent le dire librement, sans haine, sans insulte et sans être disqualifiés par l'endroit d'où ils parlent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une forme. On a vécu le triomphe de la correction politique, on a vécu le triomphe du terrorisme intellectuel. Aujourd'hui, il faut redonner un espace de liberté aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer librement, aux experts, aux sachants, au moment même où ils sont chassés par les réseaux sociaux, par les chaînes d'infos, au profit des influenceurs, des tautologues, des experts de tout et de rien qui ne font qu'une chose, manipuler l'information et créer des invectives. Polluer la bande passante de l'attention, quelque Exactement. part, qu'on peut avoir. Donc vous voulez, je disais, donc, en préparant l'épisode, réhabiliter le sérieux et l'intellectualisme dans les discussions. Exactement. Je crois que l'enseignement que j'ai reçu, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents profs de français, de philo et d'histoire, c'est que toute pensée est forcément complexe. Or, aujourd'hui, la manière dont les médias d'information font circuler celle-ci, elle la simplifie à outrance. Et aujourd'hui, je reste persuadé qu'une vraie forme d'information est relative à une forme de complexité de la pensée et à prendre les enjeux sous tous leurs angles et pas seulement sous un angle simple. Alors, il se trouve qu'on a une caricature ultime de la simplification à outrance depuis presque 11 mois à la tête des États-Unis. On est un peu quelque part, nous on est l'anti-Trump, et si vous voulez, en termes de mise en œuvre d'une pensée réfléchie, contrebalancée, qui fait appel aux contradictions. Un de nos principes de base, et je voudrais revenir à nos maîtres, parce que je pense qu'il y a un de nos principaux maîtres quand même, il faut le rappeler, c'est Socrate. Et Socrate avait dit, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Voilà, et donc je pense que c'est à partir du moment où on oublie ça, on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut être capable de revenir au cœur même, au cœur du débat, au cœur de la pensée et au cœur de la complexité du monde qui nous entoure. Et comment on fait justement, est-ce qu'il y a la place encore dans une société si polarisée pour créer des conditions de dialogue ? Moi, je crois qu'on correspond à une demande. Alors franchement, quand je vois l'hystérisation du débat, quand je vois les commentaires que font les gens sur les réseaux sociaux, qui se plaignent eux-mêmes de ne plus avoir accès à une information apaisée, quand je vois qu'un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, de gens qui ont des choses à dire, de spécialistes, ne serait-ce que d'une question précise, on peut accès à des médias dits sérieux pour exprimer leurs pensées, ça correspond réellement, je pense, à une demande aujourd'hui de trouver un espace de liberté, de débat apaisé, où on va s'écouter courtoisement sur des questions sérieuses. Et on va voir si ça fonctionne. Jusqu'à présent, comme je disais, vous avez été lancé il y a 1 an. Comment vous choisissez justement les contributeurs ? Parce que tu l'as dit, c'est pas des journalistes internes, c'est des contributeurs, c'est des gens qui ont des choses à dire. Alors vous avez une liste de départ, ce que vous avez appelé les 30 Top Gun. J'ai bien aimé l'expression. Alors j'en cite quelques-uns qui sont connus, mais tu pourras en dire d'autres évidemment. Manuel Valls, Cédric Villani, Marie-France Bazot. Comment vous les sélectionnez et comment vous garantissez la pluralité ? Et sous-entendu derrière, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale ? Est-ce qu'il y a une tendance un peu ? Ou est-ce que justement vous faites attention un peu à cette pluralité ? Alors, d'abord, on fait extrêmement attention au pluralisme, parce que s'il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas de débat. Ça, c'est la règle de base de fonctionnement sans doute, mais je reviendrai sur la ligne éditoriale, sur le sujet plus tard. Pour revenir, comment on a choisi ce qu'on appelle nos contributeurs, ce qu'on a appelé nos top voices, nos top guns et maintenant nos grandes voix, parce que je me suis dit qu'après tout, le français était riche quand même.
Donc, comment on choisit nos grandes voix? Eh bien, on essaye d'imaginer qui on aurait aimé avoir et on fait un compromis entre le souhaitable et le possible. C'est-à-dire qu'avec mon frère, on a fait une liste de tous les gens qu'on aimerait avoir sur tel ou tel secteur et puis on les a approchés. Certains c'était oui, certains c'était non. Il se trouve que je connaissais du monde, que mon frère connaissait du monde et que les gens nous ont présenté des personnes et que voilà. Et finalement, ça s'est déroulé assez vite. Alors, on a quelques grandes figures et on essaye, donc tu l'as rappelé, Arnaud Montebourg, Cédric Villani, Frédéric Lemoine, l'ancien patron de la campagne de Valérie Pécresse, Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller com de François Hollande. Voilà, on essaye d'avoir vraiment des personnes de tous les bords et de toutes les opinions. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que ces personnes, elles soient légitimes et qu'elles aient envie de participer aux joutes intellectuelles. En fait, c'est ça, et qu'elles aient envie d'être finalement les passeurs d'un message auquel d'autres contributeurs vont pouvoir répondre. Le tout sans qu'on s'insulte et en fondant leurs arguments sur des faits précis, recoupés. Voilà. Donc ça, c'est quand même fondamental. Et puis, pour le choix des contributeurs, après, on a essayé de remplir des cases. Donc, il nous faut quelqu'un sur la défense, il nous faut quelqu'un sur l'économie, il nous faut quelqu'un sur la culture, il nous faut quelqu'un sur les faits de société, il nous faut quelqu'un sur le droit, il nous faut quelqu'un maintenant sur le droit constitutionnel américain qui va prendre, bien sûr, auquel on n'aurait pas forcément pensé il y a un an, mais qui va prendre une importance considérable compte tenu des décisions que la Cour suprême va prendre de manière, je dirais, presque définitive dans les 3 mois qui viennent, parce que les premiers recours vont arriver à être, décidés et jugés par la Cour suprême. Donc voilà, donc on a essayé de couvrir comme ça et puis on a fait marcher le carnet d'adresses, on cherche sur internet et puis les gens vous disent non 9 fois et puis une 10e fois vous trouvez quelqu'un qui correspond à ce que vous cherchez et donc on a essayé de couvrir absolument tous les profils de la santé. On a l'ancien autre président de la Haute Autorité de la Santé. Et vous faites un compte quand même justement pour savoir, tu parlais de tout bord politique, pour sur chaque rubrique avoir un... Oui, alors on fait un compte. Je vais donner un exemple très précis. On était au départ, j'ai trouvé avec une fournée d'économistes assez essentiellement libéraux et qui ne sortaient pas du mantra réduction de la dette, réduction des dépenses publiques. Et je trouve d'ailleurs toujours que c'est une chose un peu simple et simpliste de ramener la situation économique de la France à ses recettes, j'ose pas dire de grand-mère, mais presque, et qu'il fallait développer sur le point de vue économique une pensée un peu plus complexe. Et donc, j'ai trouvé un économiste plus à gauche qui garantit vraiment le pluralisme des idées économiques sur son doute, qui est un professeur à l'université d'Angers, David Kella, qui nous fait l'amitié d'écrire régulièrement dans notre média. D'accord. Et qui peuvent parfois écrire des tribunes, des papiers qui vous plaisent pas, avec lesquels vous êtes totalement en désaccord. Complètement. Alors, il y a un mot que j'aime bien et je crois que j'espère que nos auditeurs y seront sensibles. C'est que, en fait, la vraie pensée, le vrai progrès, c'est d'apprendre à penser contre soi. C'est difficile intellectuellement. C'est difficile, mais c'est notre mission. C'est vraiment de rappeler aux gens qu'il y a un autre monde, que les algorithmes les enferment dans la répétition de ce qu'ils pensent, que ça n'a jamais été aussi puissant et qu'il y a d'autres chapelles, il y a d'autres formes, il y a d'autres pensées et peut-être qu'elle est aussi riche, aussi innovante, aussi intellectuellement enrichissante que ce à quoi on croit. Et donc, vraiment, nous, notre objectif, c'est d'apprendre à penser contre soi. Moi, je suis extrêmement frappé, qui suis de près les réseaux sociaux, à quel point, par exemple, l'algorithme de LinkedIn aujourd'hui favorise, alors que c'était censé être quelque chose d'assez généraliste et ouvert, est en train de devenir non seulement une espèce de vitrine où tout le monde est chef de quelque chose, mais surtout où on enferme les gens parce qu'ils ont liké sur tel ou tel truc, sur des contenus. Ah oui, on ne voit plus que les choses pile dans notre secteur sur lesquelles on a avec un ciblage extraordinairement fin. Moi, ça me rend fou. Si j'ai envie d'aller sur LinkedIn, c'est pour voir autre chose que les gens que je connais ou les gens qui pensent comme moi. Parce que sinon, ça sert à rien. Parce que ce que je pense comme moi, j'ai pas besoin de le lire chez les autres. Donc, je sais ce que je pense. Donc, voilà. Donc, il y a un vrai sujet. Et donc, finalement, la maladie Facebook /Twitter /X s'est transmise à LinkedIn extrêmement rapidement puisque on est dans une problématique d'audience pure. Ah oui, de toute façon, en réalité. Oui, c'est parce que ça fonctionne et parce que ça fait plus d'audience et donc plus de revenus quelque part. Tout à fait. Et donc, je voudrais revenir, ça me donne l'occasion de boucler la boucle de ta première question sur la genèse de Sans doute. C'est qu'aujourd'hui, on peut pas fabriquer de l'info à la demande.
Moi, je considère qu'il y a faire de l'information selon la demande, de supposé ou réel de ton audience, c'est un drame pour la nature même de l'information. On peut faire de la télé à la demande. Moi, j'ai travaillé 23 ans dans une chaîne qui était une chaîne de la demande versus une chaîne de l'offre type La 5 ou Arte. Mais on fait pas de l'information à la demande. C'est le rédacteur en chef du New York Times qui disait, moi, j'ai radicalement changé de métier. Autrefois, je mettais des articles à la une parce que je pensais qu'ils intéresseraient les lecteurs. Maintenant, je suis obligé de mettre des articles à la une parce que je pense qu'ils vont générer du clic. Ouais. Et donc, à partir du moment où le clic est la clé même de la hiérarchie de l'information, le modèle est cassé. Voilà. Et donc, nous, très modestement, on essaye de réparer un peu ce modèle de l'information de l'offre. L'anti-algorithme. Oui, l'anti-algorithme, exactement. Pour revenir un peu sur le mécanisme même, donc tu parles de débat. Là, pour le moment, on a parlé donc il y a des contributeurs. Quels sont les mécanismes ou les règles que vous mettez en place justement pour qu'il y ait débat? Et s'il y a débat, pour éviter derrière des invectives ou de la désinformation? Alors, etc. Très clairement, chaque contributeur est libre de répondre à une contribution d'un autre contributeur sur le même sujet. D'accord, donc c'est pas des commentaires. Hein. C'est pas des commentaires. Quand bien même, c'est pas forcément même son domaine de spécialité. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il peut avoir été interpellé sur tel ou tel sujet et les contributeurs se répondent. Et on remet le lien, bien sûr, sur la contribution précédente pour que le lecteur soit bien à même de comprendre les enjeux du débat. Et en revanche, nous avons interdit sur le site les commentaires. Donc ça, c'est intéressant. C'était ma première un peu surprise, entre guillemets, parce que je me disais, on va parler de débat, etc. Ouais. Donc, il va y avoir des commentaires avec tout ce qui est négatif, mais également positif. Vous avez fait le choix délibéré qu'il n'y ait pas de commentaires. Voilà. Alors, on a fait le choix délibéré qu'il n'y ait pas de commentaires parce qu'aujourd'hui, le commentaire anonyme est la plaie ultime de tous les réseaux sociaux. C'est un déversoir de haine. Incompréhensible. Je vais vous donner un exemple très précis qui nous concerne. Quand on a annoncé que Manuel Valls serait contributeur de Sans Doute et qu'on a révélé, on avait une campagne de teasing un peu sympa sur X et sur j'ai vu sur YouTube avec les vidéos, etc., les présentations des contributeurs. Mais le tombereau d'insultes que Manuel Valls a pris m'a paru complètement délirant. En réalité, on peut ne pas être d'accord avec son action politique, on peut ne pas être d'accord avec son rôle de Premier ministre, on peut pas être d'accord avec son parcours. Mais rien n'interdit l'insulte, rien n'interdit l'injure à ce stade. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite dans l'injure. Donc si on fait un média pour que la totalité des contributeurs se fassent injurier d'une manière ou d'une autre, c'est impossible. Deuxième exemple, on a fait un papier en apparence anodin, en tout cas on a fait bien pire, si je m'exprime ainsi, au nom de la défense de l'Ukraine contre l'agression russe. Et donc il y a eu un papier qui ne nous semblait pas à ce point susceptible d'être trollé, qui a été trollé immédiatement par tout ce que la russosphère est capable de générer sur un site d'info comme nous. On a été stupéfaits. Donc c'est passé par quoi? Des attaques, des tentatives d'attaques, exactement, et tout d'un coup 8000 commentaires. Donc il y avait des commentaires où c'est sur les réseaux sociaux. 8000 commentaires. Oui, d'un coup une armée arrive. Et tout à fait. Alors là, on était stupéfaits. Donc il y a un moment, nous, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de se protéger, parce que finalement, le débat, il se fait dans la tête du lecteur. Il n'a pas besoin de lire ce que chacun a pensé et les tombereaux de haine de ce que chacun peut estimer. Donc voilà. Donc il y a quelque part, on s'est mis à l'abri. Donc, j'aime pas dire cet endroit parce qu'il renvoie à autre chose que je ne partage pas. Moi, on a créé le safe space de l'info. Chez Sans Doute. Et pour vraiment poursuivre, tu parlais de commentaires anonymes sur le site. On pourrait de manière très simple ne permettre que à des abonnés ou des logués ou des identités vérifiées de commenter. Pour autant, vous voulez pas aller là-dessus. Non, parce que je pense que finalement l'info se suffit à elle-même et qu'on n'a pas besoin fondamentalement d'avoir un échange comme ça. C'est pas notre logique. Notre logique, c'est vraiment ce qui peut s'entendre aussi, se dire que c'est un débat entre des sachants, entre guillemets, qui apportent, qui argumentent, qui ont le temps de la réflexion et qui sont pas dans le commentaire. Voilà, exactement. Et en revanche, la contrepartie, c'est que moi, je m'attache à éditer les papiers. Quand c'est dire éditer les papiers, c'est-à-dire que je vérifie les faits avancés. Par les différents contributeurs. Systématiquement. Et c'est pour ça que quand on lit Sans Doute, il y a énormément de liens hypertextes qui renvoient aux sources de vérification de l'information. Tout est documenté, tout est vérifié. Tout est vérifié. Il n'y a pas eu de boulette là-dessus. Zéro. Parce que c'est le contrat que j'ai avec les contributeurs. Bien sûr. Voilà. C'est très important. Voilà. Sachant que j'ai aussi des contributeurs qui choisissent Sans Doute, à juste titre, pour de l'indignation.
En mode expression, tu veux dire? En mode expression. Oui. Voilà, des gens dont je n'ai pas, qui éditorialisent. J'ai des éditorialistes, j'ai Claude Sérillon, par exemple, dont je suis très fier d'avoir comme contributeur de Sans Doute, qui me fait la déontologie de l'information vue par un grand professionnel de l'information. Donc là, je vais pas aller vérifier ce qu'il annonce, puisque par nature, il éditorialise sa vision du traitement de l'information en France aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc là, effectivement, tu peux pas réécrire sous la censure ou ce serait déformer son propos. Exactement. On va parler un peu du modèle du média. Donc c'est un média sur abonnement. Tout à fait. Avec un prix, j'ai noté, très accessible pour les jeunes, 10 € par an pour les moins de 25 ans. J'ai trouvé ça plutôt bien parce que c'est vraiment une formule très accessible. Alors, je ne sais pas si les moins de 25 ans sont intéressés par Sans Doute. Sans doute certains le sont, oui. Mais etc. Le modèle d'abonnement, c'était celui qui était le plus naturel, qui s'y est le mieux au projet. Pour bien connaître quand même le mécanisme de fonctionnement d'un site d'information en général et des médias tout particulièrement, je pense que dès qu'on met la main dans la recette publicitaire, on a un sujet. De dépendance. À un moment ou à un autre, on a un sujet. Donc, on peut en parler longtemps, mais on va pas creuser. Mais il était très clair pour nous qu'on ne voulait absolument pas dépendre de la recette publicitaire. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que pour nous, le modèle de l'abonnement représente une garantie prévisionnelle de recettes qui est celui qu'on voulait. Et troisièmement, notre idée quand même, le constat de base, c'est que aujourd'hui, je crois que c'est 80% des moins de 40 ans et 75% des moins de 50 ans qui s'informent quasi exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc il faut que les gens comprennent ça. Les éditeurs le comprennent. C'est quand même, c'est pas que le monde a changé, c'est que le monde a vu un bouleversement incroyable. Et je pourrais en parler des heures, qui va avec, à mon avis, une perte du savoir, une perte de la connaissance, une perte du recul, une perte de la mise en perspective hallucinante dans un contexte géopolitique épouvantable. Donc voilà, je ne veux pas tirer le plan sur la comète, mais c'est un constat qui est quand même grandement partagé. Et donc, notre idée, c'était essayer de réenchanter l'info auprès d'un jeune public, et c'est pour ça qu'on est quasi gratuit pour les moins de 26 ans, pour dire il y a autre chose. En fait, les gars, il y a autre chose que les insultes, il y a autre chose que les tautologues, il y a autre chose que les influenceurs et les influenceuses. Ouais. Voilà. Donc, et chez nous, vous trouverez un truc où, alors, parfois, vous comprendrez pas parce que c'est pas votre sujet, mais si vous avez la curiosité de creuser, bah, ça vous plaira, sachant que comme on fait un papier par jour, on fait tous les sujets. Oui. Je veux dire, oui, c'est un peu la surprise de lire tous les jours si c'est un sujet qui vous intéresse pas, mais il y a quand même de la matière, quoi. Voilà, exactement. Bah, si je prends les derniers exemples, on a fait un papier incroyablement documenté sur le risque dépendance et comment la France va être obligée de consacrer à son 4e âge des sommes hallucinantes dans les 30 ans qui viennent. Et si on ne sait pas s'organiser avant, ça va coûter encore plus cher. Et juste avant, on avait un papier sur la querelle franco-allemande sur le futur avion de combat. Ouais. Donc voilà, donc on est vraiment multiforme, multisujet en permanence, et on travaille voilà sur notre capacité à susciter l'intérêt en fait. Ouais, c'est ça. Bon, et sortir un peu des sentiers battus. Ouais. C'est pas de la sérendipité, mais pas loin pour le lecteur, oui. Pour le lecteur, c'est un peu de la sérendipité. Il va dire, tiens, de quoi Sans Doute va me parler aujourd'hui. Le lecteur régulier va se dire, mais de quoi Sans Doute va me parler aujourd'hui. Ouais. Quels enseignements vous tirez après un an de lancement sur les abonnements, justement? Tu peux nous partager quelques chiffres? Oui. On est à plus de 2700 abonnés. Moi, je trouve ça... alors, on aimerait toujours faire mieux, mais je trouve qu'avoir fait ce trou comme ça en un an, c'est quand même tout à fait honorable. On a un lectorat qui est un lectorat de grande ville. Ça, c'est un peu... j'aurais aimé élargir un peu plus loin. Et puis, on a un lectorat, alors à ma grande surprise, assez francophone et pas que français. Pas que français. Donc, on est lu au Canada, on est lu en Suisse. Alors aussi parce que j'ai une contributrice québécoise et une contributrice helvète. C'est très bien, ça aide, ça prend un peu de hauteur. Mais également aux États-Unis. Okay. Donc voilà, donc là clairement on touche une cible un peu plus large. Et puis le bilan, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve que la promesse éditoriale, elle est vraiment tenue. On a des papiers de bon niveau, et je vois bien que quand on sort des infos que personne n'a vues, tout d'un coup la presse sérieuse et installée, 8 jours après ou 9 jours après, va commencer à sortir des papiers qui ont largement été inspirés par ce qu'on a publié dans Sans Doute. Donc je me suis dit qu'on fait bien notre travail. Je me dis parfois qu'on fait bien notre travail. Même si vous n'êtes pas encore cité. Même si on n'est pas encore cité. Ça viendra. Tu sais, il y a des étapes au début. Exactement. Tout à fait. Et ça avance comme ça. C'est quand même une belle reconnaissance de pouvoir mettre des sujets aussi sur la table et tout à fait. qu'ils deviennent
actualité. Peut-être des abonnements dans les écoles, universités, ça pourrait avoir du sens. Alors, justement, on travaille exactement. Moi, mon ambition, ce serait même d'offrir à l'ensemble des étudiants des grandes écoles, s'il y a des patrons de grandes écoles qui nous écoutent, un abonnement gracieux pendant 1 an à l'ensemble des étudiants. Alors, je suis déjà en pourparlers avec 2 grandes écoles scientifiques à ce sujet. Mon frère s'occupe des écoles de commerce. Et voilà, et on va essayer de progresser sur ce terrain-là parce que je pense qu'il faut toucher directement cette cible-là. Oui, si quelque part tu te dis voilà, il faut sortir un peu des je pense qu'il faut qu'on soit proactif pour proposer des abonnements gracieux au jeune public. Et donc il y a des contenus gratuits aussi. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine, on a un papier en clair pour attirer le chaland. Et est-ce que vous avez prévu d'autres sources de revenus? Tu sais, on parle souvent de diversification des médias. Alors peut-être que là, à 1 an, vous êtes encore tête dans le guidon sur les abonnements, mais est-ce que ces contributeurs, tu pourrais pas les réunir sur scène, peut-être Alors, on a réfléchi à plusieurs choses. D'abord, on a un partenariat avec We Are, où chaque mois, il y a un contributeur de We Are qui vient faire une conférence sur un sujet de son sujet de prédilection. Donc, on a commencé en juin avec Thibault Leroll, qui nous a fait une super conférence sur de quoi le PSG est-il le nom. En septembre, on a fait Nicolas Bavrez sur la guerre monétaire Chine-États-Unis qui se profile. La semaine prochaine, nous avons Robert Dujarric sur la menace Trump sur l'Asie. Et en novembre, nous avons Cécile Rapp-Weber, la directrice générale de la SACEM, qui nous fait la musique à l'heure de l'intelligence artificielle. Vous voyez, donc on couvre vraiment tous les sujets. On essaye d'être au cœur des problématiques d'aujourd'hui. Et voilà, et donc voilà ce qu'on a construit avec We Are. Et donc là, pardon, concrètement, c'est quoi? C'est chez We Are? C'est chez We Are, ça se passe. C'est pour les membres de We Are qui peuvent s'inscrire. Et donc, à chaque fois, il y avait vraiment beaucoup de monde qui sont venus écouter nos contributeurs. Et puis, alors on aimerait effectivement un format, je dirais, alors c'est très à la mode, mais dire Chatham House, où on rassemblerait 5 ou 6 contributeurs sur scène et en confisquant les portables. Ouais, ça c'est pas mal. Vraiment un truc très exclusif. Exact. On confisquant les auditeurs à l'entrée et là on pourrait balancer vraiment sur ce qui se passe. Et Dieu sait que là, vu ce qui se passe depuis 3 jours dans la vie politique de ce pays, il y aurait des choses à dire. Voilà, qu'on ne peut pas dire forcément ailleurs. Mais voilà, on réfléchit beaucoup à ça. Et puis sur le diversification, alors on a vite compris qu'il nous manquait un truc, c'était le text-to-speech. Donc on s'est vite équipé en text-to-speech, qui fait qu'on peut écouter les papiers de sans doute très simplement en branchant sur le site et donc en se connectant avec ses AirPods très facilement. Et on va se lancer dans la vidéo en janvier. C'est vraiment notre axe de développement pour faire, alors j'ai pas encore mesuré le format, si c'est 5, 12 ou 15 minutes, mais 3 questions à nos contributeurs à qui on demandera de passer dans le studio de vidéo régulièrement, commenter l'actu et leur sujet. D'accord, parce qu'effectivement, je crois que ça avait été dans la promesse de départ d'être de plusieurs formats. Là, c'est que texte, mais donc, alors il y a du text-to-speech et demain de la vidéo. Exactement. Et de l'événementiel peut-être. Tout à fait. Pas de mécénat. Je reviens sur la question un peu de l'indépendance quelque part. Non, moi je pense qu'on doit vraiment être, on n'est passé par notre modèle de développement. Ok. Vous êtes rentable à peu près 1 an? Alors, comme on a très peu de coûts. Oui, parce que ce sont des contributeurs externes. Les contributeurs externes, exactement. Je dirais pas qu'on perd beaucoup d'argent, mais on gagne pas, et surtout, on n'est pas là pour en gagner. C'est beau ça. D'abord, vous n'avez plus besoin. C'est pas qu'on n'a plus besoin, c'est que mon frère et moi avons d'autres activités. Sans doute représente, je pense, 20% de mon temps d'activité professionnelle. À 80%, je fais autre chose. Mon frère aussi. Et que nous, c'est vraiment un engagement personnel. C'est une idée de défense de l'info, en fait. Ok. C'est un peu un mécénat de notre part. Ouais. C'est du temps que vous donnez. Voilà. Et alors, mon passé, alors on pourra en parler longuement, mais s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour savoir qu'il est impossible de gagner de l'argent dans l'information, c'est moi. Je veux dire, si aujourd'hui, toute la presse française appartient aux milliardaires, c'est bien que c'était impossible d'en gagner. Voilà, il n'y a pas plus besoin d'aller à ça. Et si on assiste au mouvement de concentration actuel, c'est bien parce que les entreprises de presse n'ont jamais su en gagner. C'est pas rentable. Exactement. Donc fragile. Donc le Figaro gagne de l'argent avec ses agences de voyage. Le Monde, contrairement à ce qu'on nous raconte, n'en gagne pas, mais hors subvention de l'État. Et vous avez vu comme moi les pertes affichées par Le Parisien, Les Échos, Le Point, L'Express. Voilà, donc... Et je ne mentionne pas les médias Bolloré. Ouais, non, c'est difficile. Quant à monsieur Saadé, j'attends de voir quand il fera ses additions. Ouais, je pense que c'est compliqué, mais voilà, ils le font. Je pense pas qu'ils le fassent
juste pour gagner de l'argent, quoi. Non. Soit très clair. Tout à fait. C'est dur. Hein. Alors après, on peut toujours trouver des exemples, des contre-exemples de médias qui sont rentables. Il y en a. Des médias de niche. Oui, voilà, des médias de niche très spécialisés. Il y a Mediapart, qui est rentable. Qui est une exception un peu dans son exception, parce qu'il joue un rôle aussi dans la société. Enfin, tout à fait. Et puis qu'ils ont sorti des affaires. Ils ont sorti des affaires, puis ils sont, je crois, assez fidèles à leur promesse de départ, et dont ils ont gentiment progressé le montant de l'abonnement. Une fois qu'ils ont adressé leur public niche, et l'abonnement a progressé. C'est un peu la même stratégie que Netflix. Je suis pas sûr qu'Edwy Plenel serait tout à fait d'accord à ce que je le compare avec Netflix, mais enfin, c'est quand même un peu la même stratégie marketing. Oui, une espèce de mitridatisation du prix. Tu commences, en fait, tu te rends pas compte que ça augmente de 1 euro, 2 euros, 3 euros. J'ai fait le constat, j'ai enregistré avec le CEO de Deezer, et en fait, je faisais le constat que les abonnements des plateformes même musicales ont vachement augmenté. Alors, moins que des Netflix, etc. Mais effectivement, tout augmente parce qu'en fait, c'est pas tenable tout à fait. En termes de prix. Vous êtes à peu près à l'équilibre, mais c'est pas l'objectif. Je retiens quand même. Donc c'est pareil, ça donne encore une fois une indépendance assez forte. Tant que vous perdez pas d'argent, en fait, le projet peut continuer. Exactement. Je t'ai pas demandé, mais les contributeurs sont rémunérés ? Les contributeurs ne sont pas rémunérés, mais le seront quand on aura atteint un certain niveau de chiffre d'affaires. D'accord. Et ça, c'est un deal qui est clair, transparent, c'est un deal qui est clair, transparent avec eux, ils le savent. Donc c'est vous qui leur direz un jour, ça y est, on gagne assez d'argent, tout à fait. je peux te payer. Et ils seront rémunérés. Alors justement, non pas au nombre de clics, parce que ce serait parce que c'est le modèle qui est partout ailleurs, mais c'est exactement le modèle qu'on veut pas, mais au nombre de papiers fournis. D'accord. Quel que soit le sujet. Comme des piges avant, exactement. De caractères, etc. Bon, sachant qu'a priori, les contributeurs en question n'attendent pas ça, sont pas des pigistes, etc. Non, les contributeurs font ça, je crois, parce qu'ils rejoignent notre philosophie. L'idée un peu et qu'ils ont envie de contribuer au débat. On parlait tout à l'heure un peu donc de la communauté, les commentaires, etc., qui n'existent pas en l'occurrence sur l'outil, mais sur les plateformes, les réseaux sociaux, on peut réagir. Est-ce que vous entretenez une relation particulière avec les abonnés ? Est-ce que vous leur parlez d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'il y a une communauté sans aucun doute ? Alors, il y a une communauté qui est, en fait, ils ont leur newsletter tous les jours, et on voit bien qu'ils réagissent sur nos posts LinkedIn, en réalité. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on voit parce que sans doute à son compte, et on les voit réagir sur LinkedIn, et c'est comme ça qu'on drive un peu la communauté des lecteurs. D'accord. On est très présent. Donc c'est quand même... On est très présent sur Instagram aussi parce que c'est quand même la voie de médiatisation des contenus aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Mais la relation abonnée, elle se fait via LinkedIn. Et comme elle est envoyée un papier par jour, qui est une newsletter, vous êtes posé la question de sortir sans doute sur une newsletter. L'article pourrait être dans la newsletter directement. Oui, est-ce que c'est un beau... C'est marrant que tu poses cette question parce que c'est exactement une réflexion qu'on a en ce moment, de se dire, comme d'autres concurrents sur d'autres sujets, d'intégrer le papier dans la newsletter. Ouais, des briefs, je pense à BriefMe notamment. Enfin, en tout cas, c'en est un parmi d'autres. Il y a exactement. L'essentiel aussi, qui est gratuit, mais des vrais produits éditoriaux, etc. Ça marche bien aussi. Voilà, donc c'est au cœur de notre réflexion. C'est au cœur des réflexions. On suivra ça. Est-ce qu'il y a des différences, je parle toujours un peu au niveau de l'audience, des lecteurs, des différences générationnelles dans la réception des débats? Est-ce que, en fonction de l'âge, les gens réagissent différemment? J'ai pas noté de différence générationnelle parce que, quand même, j'ai prononcé ce nom qui est presque un gros mot maintenant, qui devrait l'être, qui est le mot de Trump tout à l'heure. Ouais. Parce qu'on est quand même, dans notre offre éditoriale, un peu prisonnier de ce qui se passe aux États-Unis depuis janvier. C'est-à-dire que le sujet Trump et toutes ses implications, en réalité. Ouais, dans tous les secteurs. Dans quasiment tous les secteurs, peut-être à l'exception du sport. Encore que je lisais ce week-end un papier de mes anciens copains d'Eurosport expliquant comment Trump révolutionnait le sport américain aussi par sa présence et la pression qu'il y met. Mais en dehors de ça, je veux dire, tous les autres sujets ont un prisme trumpien. Et donc ça concerne vraiment toutes les générations presque. Ouais, donc en dehors des sujets spécifiques, mais voilà, sur le papier sur l'autonomie et la dépendance en France, Trump n'est pas très concerné. Mais en dehors de ça, je veux dire, on a beaucoup de prismes comme ça. Et donc là, il y a zéro problème générationnel. Ouais. Alors après, on a un biais grâce à nos contributeurs, et je ne saurais jamais les remercier tant, sur la French Tech, la Tech US,
l'intelligence artificielle et la consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on joue sur est-ce que la France fait les bons choix, est-ce que la trajectoire de la transition énergétique est compatible avec le développement de l'intelligence artificielle et quel est le modèle de la tech US versus les modèles français et les oligopoles. Voilà, donc on a un débat qui est au cœur de notre futur en tant que société, même en tant que société européenne versus américaine, que les contributeurs nourrissent un peu tous les jours et qui est, je pense, aussi transgénérationnel. Ok. Et vous avez justement des idées de sujets sur lesquels les lecteurs veulent que vous réagissiez ou écriviez? Vous avez des suggestions comme ça? Le digital. Sur le digital. Le digital, vraiment l'implication, la transformation du monde via l'intelligence artificielle et le désastre de l'absence de destruction des oligopoles des Magnificent Seven. Ouais. Voilà. Ça, c'est un sujet sur lequel il y a une prise de conscience. On est attendu et nos experts attendent. Et je vois quand même que c'est un débat qui est en train de naître. Nous, on a des gens qui pensent le digital. Chez les décideurs politiques, je vois aussi qu'on commence à en parler. Et ce qui est très intéressant, c'est que nos spécialistes du digital chez nous commencent à véhiculer ces idées de c'est plus possible de continuer comme ça. Voilà, avec des choses absolument délirantes qu'on ne voit pas forcément en premier abord et qui sont certainement jamais ou peu traitées dans les médias généralistes. D'accord, donc ça effectivement, ça c'est intéressant de voir un peu les allers-retours, un peu les souhaits, etc. Et puis voir comment après la SERP tout à fait s'en emparer, quoi. Ouais. Je voulais qu'on revienne un peu sur le débat public. T'en as un peu parlé au début, mais parce que je trouvais quand même intéressant, c'est un peu tout le sujet. Comment t'analyses l'état du débat public en France, en dehors de sans doute? Comment est-ce que tu l'analyses, toi, le débat public aujourd'hui? Alors c'est une question extrêmement complexe, mais ouais, bien sûr. Il y a des médias qui ont surinvesti à juste titre, des médias généralistes qui ont essayé d'avoir une couverture globale pour tenter d'être le média de référence francophone. Je pense à deux principalement qui sont Le Monde et Le Figaro, et qui aujourd'hui prennent de plein fouet ChatGPT et ses petits copains, qui a une baisse immédiate du nombre du trafic, qui va poser très rapidement la question de la possibilité pour le modèle de survivre. Et donc ça, c'est quand même extrêmement problématique. Parce qu'on a quand même des médias de référence, il en existe en France, des médias au passé avec une rigueur journalistique, un service rendu au lecteur, voilà. Et donc si ces modèles-là sont atteints dans leur capacité à continuer à se développer, c'est un vrai sujet. Ouais. À côté de ça, les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante, enferment de plus en plus leurs lecteurs et polarisent de plus en plus leur audience à la radicalité ultime, avec, je dirais, une extrême gauche extrêmement puissante et une extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Enfin, ouais. C'est même pas une simple. C'est un constat, quoi. C'est un constat, exactement. Voilà. Et donc chaque jour, on charrie ces lots de haine et d'insultes qui, moi, est un facteur de préoccupation complet. À côté de ça, vous avez un secteur public de l'audiovisuel assez attaqué qui affronte une crise de moyens à venir, mais qui, je pense, devrait profiter de cette crise de moyens inéluctable pour se poser des bonnes questions en termes d'organisation, de restructuration. Voilà, moi, l'exemple que je donne toujours, c'est que quand Gordon Brown a été nommé Premier ministre, à la première conférence de presse qu'il avait donnée, il avait en face de lui un micro BBC One, un micro BBC Two, un micro BBC 3, un micro BBC 4, un micro BBC News. Il a appelé le responsable de la BBC, il lui a dit « Je ne vous reparlerai que quand il n'y aura qu'un seul micro ». Donc, il n'est pas normal que sur n'importe quelle conférence, il y a une équipe France 2, une équipe France 3 et une équipe France Info. Je veux dire, on peut le prendre comme on veut. Oui, bien sûr. Enfin, en tant que citoyen, c'est quand même de l'argent public. Et là, on peut dire autonomie des grilles, éditorialisation. Oui. Peut-être, mais pas sur la captation, ne serait-ce que sur la captation. Non, on peut faire beaucoup mieux. Donc, la crise de moyens qui s'annonce pour l'audiovisuel public devra une question de se reposer les bonnes questions dans un contexte syndical qui est ce qui est et qui est extrêmement complexe, mais ça passera quand même par, je pense, des mesures à la fois drastiques et douloureuses. Ça va être douloureux. Ça va être très douloureux, mais je n'érige pas le modèle BFM en modèle parfait, mais quand même, en termes d'organisation d'équipe de tournage, de captation et tout, on ne voit plus la différence, et je pense qu'il y a des gains de productivité délirants à mener pour le même service rendu à l'arrivée.
À côté de ça, on a un paysage de chaînes d'infos. Donc, on est le seul pays à avoir autant de chaînes d'infos. On a une promesse France Info qui, globalement, moi, je trouve pas très tenue parce que la télé n'a pas la qualité de la France Info Radio, en fait. Donc, tant qu'on en sera là, il y a un vrai sujet. Et puis, vous avez l'ogre CNews qui veut tout ramasser, mais qui appartient à un combat politique. Voilà. Ouais. Donc, un combat politique, on le connaît tous. Voilà. Donc, et qui finalement discrimine un peu la totalité des autres chaînes d'infos, parce que comme ils sont dans une logique de combat politique, elle tue un peu les volontés, je dirais, d'opposition, de remettre un de peu... pluralisme et tout comme ça. Moi, j'ai entendu des confrères dans des radios que je ne citerai pas, qui sont tétanisés par la progression des audiences de CNews et des médias Bollorès, disant que nous aussi, finalement, il faudrait qu'on devienne des médias d'opinion. C'est-à-dire le désastre de la pensée, voilà, qui nuit aux intérêts même dans l'information. Mais c'est le problème du fonctionnement même des chaînes d'opinion. C'est qu'en fait, comme ça marche humainement, dans le sens quelque chose de très polarisé, des opinions, on sait que le mécanisme marche. Quelle place pour une chaîne un peu modérée, plus équilibrée, etc. Ça marche de facto moins, comme un peu la la lutte contre les fake news marche moins bien que les fake news. C'est ça, le fameux principe. Il faut 10 fois plus d'énergie. Exactement. À contrebalancer une fake news qu'à la rédiger. Ouais. Donc, c'est tout le problème, c'est tout le sujet, et ça passe, et par le fait que l'information a un coût et qu'il faut espérer qu'il y aura longtemps des gens pour continuer à investir dans de l'information, parce que sinon on va se faire bouffer complètement par l'alter-vérité. Mais tu imagines, alors c'est peut-être une utopie, mais un écosystème de débat plus sain en France? Est-ce qu'il y a dans d'autres pays? Est-ce que tu as vu d'autres choses? Est-ce qu'il y a une sortie à ce que tu décris pas comme scénario, comme réalité? Est-ce que ça pourrait s'améliorer et qu'on retrouve des débats plus apaisés? Alors là, après, il y a des règles de base. Moi, je pense qu'on aura un débat plus apaisé le jour où les contributions anonymes ne seront plus possibles sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Là, c'est moins d'engagement, tu touches aux revenus, et c'est des plateformes américaines pour la plupart. Oui, mais après, la France est capable de faire respecter, et les pays européens sont capables de faire respecter une autonomie. Après tout, il y a un instrument anti-coercition qui existe, et je suis pas sûr que les plateformes américaines seraient susceptibles de faire une croix sur le marché européen aussi facilement que ça. C'est un gros marché. Et c'est un très gros marché pour eux, c'est un axe de développement. Voilà, donc il y a un moment, il va falloir apprendre à se faire respecter, parce que c'est quand même notre modèle qui est attaqué. Et c'est les conditions même de la survie de notre modèle occidental. Je crois on se parle, j'ai lancé un média, c'est sympa, mais quand même le contexte c'est celui, c'est le contexte dans lequel on parle, c'est celui de démolition du modèle qu'on a mis 250 ans à construire. Oui. C'est le retour de la loi du plus fort dans tous les sujets. Bon, si on considère que le modèle européen s'est construit contre la loi du plus fort, que le retour à l'état de nature n'est pas ce qu'on veut, il va falloir prendre les mesures. Donc voilà, et pas continuer à polariser quand même ça, et recréer des conditions. Alors bien sûr, il y a des endroits où on peut encore débattre librement, de manière à la fois sympathique, courtoise, honnête, où on s'écoute, France 5, France Culture, LCI, voilà. Mais c'est finalement ces médias-là ne touchent qu'un public de plus en plus vieillissant, et un public en lui-même convaincu par la qualité du débat. Aujourd'hui, comme on a, je veux pas peindre une situation générale, mais comme on a à la fois un problème avec l'enseignement de l'histoire, on a un problème avec la connaissance, on a un problème avec le passé qui est renvoyé finalement au limbe. Comment on vit avec les derniers survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Bientôt, la Deuxième Guerre mondiale sera ramenée aux mêmes choses que les guerres napoléoniennes à Louis XIV, et pourquoi pas à Vercingétorix, dans la manière dont elle sera perçue par les jeunes élèves, lycéens ou étudiants. On perd les repères de ce qui nous a construit. Ouais. Donc complètement. Donc moi je suis fasciné sur un sujet. Je vais donner un exemple très précis. On ne traite pas du conflit israélo-palestinien dans son doute. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas été capable de trouver un expert qui soit légitime, reconnu, et qui ne soit pas immédiatement insulté par une partie ou par l'autre sur la manière dont il traiterait le sujet. Donc on a fait, en connaissance de cause, en conscience avec mon frère, le fait que c'était trop complexe aujourd'hui en France de traiter de manière objective. Parce que moi je lis
Jean-Pierre Chevènement avait eu cette phrase qui m'avait fait beaucoup rire. Il avait dit « Quand je vois ce que je vois, quand je lis ce que je lis, quand j'entends ce que j'entends, je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient retourner à la bibliothèque. » Eh ben c'est ça. Et notamment sur le conflit israélo-palestinien, c'est ça. Donc on lit des choses hallucinantes. On est incapable de les remettre en perspective, et même dans des médias extrêmement sérieux sur le sujet. Et je vois bien que y a des biais. Donc voilà. Donc on est à ce moment clé où pouvoir parler sereinement des choses est très complexe. Ouais, et c'est un bon exemple sur cet exemple-là, parce qu'effectivement, et à titre perso, c'est vraiment des sujets sur lesquels j'ai le plus de mal à m'exprimer, parce que il est extrêmement complexe, on a peur, entre guillemets, de prendre parti, ou que ce qu'on dit soit déformé, soit approprié, et qu'on soit taxé d'un camp à l'autre. C'est quasiment impossible d'avoir une ligne neutre en disant, en fait... On est immédiatement essentialisé. Ouais, voilà. C'est ça. C'est d'où tu parles, donc c'est la définition même du terrorisme intellectuel. Ouais. Sur ce sujet-là, je pense qu'on est en plein dedans. Exactement. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu penses paradoxalement que l'IA pourrait aider à structurer ou modérer ces débats? C'est une question qui sort pas de nulle part, mais je comprends peut-être insolite, mais est-ce qu'elle pourrait aider d'une manière ou d'une autre en modérant, en rapprochant des contributeurs? Est-ce que ça pourrait aider? Vous en parlez avec ton frère? Vous avez réfléchi un peu au sujet? Oui, mais moi, il se trouve que je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle dans mes autres activités. Je crois pas que dans termes d'information, ce soit quelque chose d'adapté, parce qu'il y aurait toujours la nécessité néanmoins de vérifier et de passer derrière. Parce que moi, je trouve que je ne fais pas confiance encore à la machine pour me rappeler tel ou tel élément, puisque chaque fois que j'ai pu la tester sur des sujets complexes, elle est juste à 90%. Ouais, non, c'est mon problème, c'est les 10%, ouais, bien sûr, c'est les 10% restants. J'en vois un exemple hier soir, donc au moment où on enregistre, c'est au lendemain de la démission de Le Cornu, et donc avec les enfants à table, on en discutait, et j'ai demandé à ChatGPT pourquoi qu'est-ce qui s'était passé. Il était nommé il y a un mois, et puis le gouvernement, il a été annoncé un mois plus tard, et en fait ChatGPT me disait mais Le Cornu n'a jamais été Premier ministre. Je dis si. Il dit oui, tu as raison, il a été Premier ministre depuis 2024. Je dis non. Enfin bref, il y a encore des grosses erreurs. C'était une bonne illustration pour les enfants de faire bien attention à ce que ça dit. Ok, donc pour vous, il y a pas d'IA aujourd'hui. Non, je crois que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la pensée complexe, autant l'IA est capable d'organiser, de structurer, d'améliorer une présentation, mais elle n'est pas capable de penser. Ouais. Voilà. Faut jamais l'oublier, ça. Voilà. Pour résumer, ça marche bien, mais pas d'expression d'une pensée originale. On arrive un peu sur la dernière partie de cet épisode. Bilan et perspective, 1 an du lancement, comme je le disais. Quel enseignement majeur tu tires de cette aventure? D'abord, on a rencontré notre public. Donc ça, moi, je trouve qu'on a répondu. Quand je te disais tout à l'heure que l'idée, c'était de créer ce média qui nous manquait, il manque pas qu'à nous, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même sympa de voir qu'on a des gens qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui nous commentent, qui nous disent j'ai appris plein de trucs, c'est vachement intéressant. Nos contributeurs qui débattent, qui disent mais là, t'as oublié ça, ou il faut mettre ça en perspective. Ça, c'est vraiment le premier enrichissement, c'est qu'on correspond à quelque chose qui était finalement attendu par une partie de l'audience. Donc ça, on est très content. La deuxième, c'est que là, éditorialement, on est quand même au rendez-vous parce qu'on a des papiers vraiment de très bon niveau. La troisième, c'est que c'est comme le vélo, faut jamais s'arrêter de pédaler. Donc il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire demain, qui sera contributeur demain, comment on va s'adapter à la fois à l'offre de la concurrence, comment on va s'adapter à l'information, comment on va continuer à se développer, se poser les bonnes questions et mission impossible, mais essayer de comprendre les algorithmes aussi. Oui, ça c'est toujours intéressant évidemment. Comment faire, tu parlais un peu de faire demain, comment vous passez à 10 000 ou 50 000? Est-ce que c'est possible? 2700 c'est bien pour un petit média entre guillemets, etc. Écoute, si j'avais la recette, je te la donnerais immédiatement et tout le monde en profiterait. Je crois que moi, c'est ma première aventure entrepreneuriale, donc presque ma première aventure entrepreneuriale, donc j'apprends. Mais je crois que les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc j'attends pas à ce qu'on ait 500 000 abonnés demain matin. On a des moyens d'investissement développés, puisqu'on est sur fonds propres, limités, je veux dire. On aimerait en avoir plus, mais voilà, donc nous, c'est un pari de longue haleine, donc ça ne coûte pas très cher, donc on a du temps. Mais à l'inverse, on aimerait que ça décolle plus que ça parce qu'on a une émission qui est à la hauteur de la qualité de nos signataires.
Vous pourriez pas, en termes justement, je projette perspective, mais des partenariats avec d'autres médias. Vous avez quand même des super papiers, des super contributeurs. Alors, on y réfléchit. Effectivement, on y réfléchit avec des échanges, avec des contributeurs célèbres. Très clairement, le papier qui a fait le plus de bruit de l'histoire de Sans Doute, c'est l'incroyable discours qu'Arnaud Montebourg a prononcé devant l'Assemblée Rexecode au mois de mars ou d'avril dernier sur sa vision de la mondialisation et de la fin de la mondialisation. Et donc, il trouvait que ce discours n'avait pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir, et donc il nous a demandé de le republier. Évidemment, on l'a fait en partenariat avec Rexecode, et ça a été un nombre de vues de trafic complètement fou, à la fois parce que le discours était incroyablement... alors on peut être, je précise immédiatement à tes auditeurs, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que dit Arnaud Montebourg. Je suis pas un fan absolu de sa pensée, ni un adversaire résolu de sa pensée. Je constate simplement qu'il a mis en perspective de manière brillantissime les 4 axes de ce qu'il pense être la fin de la mondialisation, avec force, citation, rappel historique, perspective, et qui est un papier qui a fait beaucoup parler et qui a nos amis de Rexecode ont contribué de leur côté, bien évidemment, puisque c'était prononcé devant leurs adhérents à médiatiser. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on renouvelle. Qui marche assez bien, ça, effectivement. Est-ce que si tu avais un conseil à nous donner à un média qui veut remettre du débat dans le débat, ce serait quoi? Alors moi, je suis fan absolu d'un média américain qui s'appelle Puck News. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Si, on a déjà parlé dans la newsletter Mediarama. Voilà, Puck News, c'est pour moi le sommet, un des sommets de la qualité de l'info aujourd'hui. Donc je rappelle le principe, que des très vieux journalistes, on va se dire. Hyper reconnus. Qui ont de la sagesse. Hyper reconnus, qui n'ont surtout plus rien à prouver, qui dépendent de personne et qui sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, sur 8 thématiques, dont l'un concerne particulièrement la France, parce qu'ils ont une journaliste qui est obsessionnelle de la succession de Bernard Arnault. Donc le jour où si la succession de Bernard Arnault et l'organisation de LVMH vous passionne, Puck News. Poursuivre sur Puck News. Et tu vois où sans doute dans 5 ans? J'espère comme un média installé, reconnu. Voilà. Donc, développer la notoriété, les abonnés. Exactement. Voilà, qu'on se dise que Sans Doute, et ça me donne l'occasion de terminer sur pourquoi Sans Doute, parce que Sans Doute, il se trouve que c'est moi qui ai trouvé le nom. C'est à la fois de la certitude et de l'incertitude. On dit Sans Doute parce qu'on est sûr, et on dit Sans Doute parce qu'en fait, on ne sait pas. Ouais. Et voilà. Et nous, c'est sur cette ambiguïté-là qu'on veut jouer, c'est qu'on croit savoir, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas exactement. Belle petite anecdote. Donc, pour ceux qui veulent retrouver Sans Doute, sansdoute.info. Sur LinkedIn aussi, tu disais qu'il y a une page, donc je pense que c'est un bon endroit pour commencer à suivre ça, à suivre les papiers. Il y a un papier par semaine gratuit, je te disais, donc c'est l'occasion aussi de tester un petit peu la qualité. Le papier sur Montebourg, il est disponible, il est gratuit. Il est gratuit. Je mettrai le lien vers ce papier dont on a parlé. Ce sera l'occasion un peu il est en 4 épisodes. De tester ça. Donc sans doute un média qui croit encore à la vertu de la nuance et de la discussion raisonnée. Dernière question, le gimmick du podcast. Édouard, est-ce que tu as un truc cool à nous recommander? Est-ce que j'ai un truc cool à vous recommander? Ça peut être une expo, un livre, un film, un site que tu as vu. Alors, tu nous as parlé de Puck News qui est très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention que tu dis, ça c'est sympa? On va parler art. Avec plaisir. Je recommande à tout le monde d'aller voir l'exposition Sargent qui vient d'ouvrir au musée d'Orsay. D'accord. Qui est un endroit qui vous fera comprendre ce que t'es Paris il y a exactement 150 ans. Puisque John Sargent, ce sont les 10 premières années de sa peinture. C'est donc ce peintre américain qui n'a jamais vécu aux États-Unis, élevé à Florence, qui a vécu les 10 premières années de sa carrière de peintre à Paris et qui ensuite est parti s'installer à Londres. Et on a ce qu'est la vie parisienne. Et ce qu'est réellement la vie parisienne, puisque c'était un artiste reconnu, c'était pas un artiste maudit comme les impressionnistes, il exposait au salon de l'époque pendant très longtemps, et on a une vision de Paris. Et ça, c'est à la fois ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, dans la ville et dans la société. Donc expo au musée d'Orsay jusqu'au 11 janvier 2026. Exactement. Édouard, merci pour ton temps, bravo pour ce média, longue vie à Sans Doute. Et puis on suivra ça et j'espère avoir ce micro dans quelques temps, quelques années peut-être, pour que tu nous racontes un peu comment tout ça a évolué. Merci François, c'était un vrai plaisir de partager ça avec tes auditeurs. Merci Édouard, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut!
Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Alors 5 étoiles au minimum, bien sûr, et à le partager partout. Et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com, François sans cédille, @justcosa.com, ça s'écrit JUSTCOSA.com, ou par LinkedIn tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.